Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Alors, à notre émission de ce jour, nous allons aborder un sujet que nous n'avons pas encore effleuré. Il a des dimensions morales, il a des dimensions philosophiques, mais vous allez le voir, il va surtout se concentrer sur deux réalités, le droit et la littérature. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités après notre générique. Eh bien, ce qui nous a donné l'idée d'évoquer le droit et la littérature, c'est la publication récente de plusieurs ouvrages sur le sujet, et j'ai donc invité les auteurs de ces ouvrages. Je commence par vous présenter Monsieur François Host. Vous êtes juriste, vous vous intéressez à la littérature, vous êtes vice-recteur des facultés universitaires Saint-Louis, vous êtes aussi membre de l'Académie royale de Belgique. Et vous avez publié très récemment un ouvrage intitulé « Raconter la loi aux sources de l'imaginaire juridique », ouvrage publié à Paris aux éditions Odile Jacob. Un autre ouvrage un peu plus précis, intitulé et portant sur Sade et la loi, publié aussi aux éditions Odile Jacob. Et puis à Louvain-la-Neuve, aux éditions Antémis, vous avez publié le texte d'une pièce qui vient d'être représentée à Bruxelles, pièce qui s'intitule « La nuit la plus longue », Sade et Portalis au pied de l'échafaud. Sade, un écrivain, Portalis, un juriste. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Mon second invité est une invitée en la personne de Florence Richter. Vous êtes, vous, criminologue, vous êtes journaliste et va paraître sous peu un ouvrage qui porte aussi sur le thème de la justice, le droit, la loi et les écrivains. Un ouvrage intitulé « Ces fabuleux voyous », ouvrage préfacé par François Host, avec en sous-titre « Crime et procès de Villon, Sade, Verlaine, Genet », ouvrage publié à Paris aux éditions Hermann. François Host, comment un juriste en vient-il à s'intéresser à la littérature et surtout à écrire en juriste sur la littérature? Racontez-nous un petit peu le cheminement qui s'est produit. Je dirais d'abord que c'est une vieille tradition, car si on faisait le relevé du nombre d'écrivains qui ont eu une formation de juriste, on serait très étonné. Ça semble-t-il une longue tradition. Sans du tout me comparer à eux, il suffit d'évoquer par exemple... Remonter à Villon même. Hein. Absolument, en passant par Montesquieu et au XXe siècle, Kafka par exemple. Et Voltaire, il avait aussi un peu flirté avec le droit. Voilà, il y a manifestement des accointances entre ces deux imaginaires, l'imaginaire du droit qui est au fondement de la société et l'imaginaire littéraire. Et je me permets de vous interrompre, vous dites l'imaginaire du droit. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai l'impression que le droit, ça n'a aucun imaginaire. On est devant quelque chose de bien stable, de bien fixe, de bien précis, alors que la littérature, on est au contraire, là justement, dans l'imaginaire, dans l'imprécis, dans le flou. Oui. Est-ce que je me trompe? Je pense. En effet, si vous vous promenez dans les couloirs du palais de justice, par exemple, et que vous écoutez, comme le faisait le... Dieu m'en garde. Non, mais le regretté Philippe Toussaint, qui animait le journal des procès, par exemple, oui, avait élevé au niveau du grand art cette écoute du justiciable, et il savait traquer les histoires que les gens se racontaient dans les prétoires. Je pense qu'il y a une imagination juridique du plaideur qui est plus grande que les non-juristes ne l'imaginent. Il suffit d'ouvrir les préambules des constitutions, par exemple, ou des grandes conventions internationales des droits de l'homme. Ces textes-là commencent par replonger dans un imaginaire historique. Par exemple, le 10 décembre 1948, dans l'enceinte de l'ONU, on proclame à la face du monde la Déclaration universelle des droits de l'homme et on commence par dire
plus jamais ça, bien sûr. On ne veut plus de la guerre, c'est parce qu'on avait oublié les droits fondamentaux qu'on est arrivé là où on en est. Donc, regardez un Obama, par exemple, président des États-Unis, il gagne les élections en professeur de droit qu'il est et en conteur. Ses discours sont des merveilleuses pièces de rhétorique où il parvient à faire vibrer l'âme du peuple américain en lui rappelant son imaginaire, ses promesses de libération qui ont fait la grandeur de cette démocratie américaine au cours de l'histoire. Donc, ces récits fondateurs. Ce sont des récits fondateurs, en effet. Je pense qu'une vraie communauté politique, c'est une communauté qui est fondée sur un imaginaire. C'est du reste le problème de l'Europe aujourd'hui, une Europe qui s'essouffle un peu derrière sa monnaie unique ou sa pensée unique, si elle oublie l'esprit de ses pères fondateurs, les Jean Monnet ou les Paul-Henri Spaak, qui étaient justement des gens qui savaient raviver l'imaginaire européen. Et Platon lui-même, lorsqu'il écrit les lois ou la République, il ne l'écrit pas en technicien du droit, il l'écrit en mythographe imaginatif. Voilà. Alors vous êtes un professeur, j'imagine que cette passion que vous avez d'établir des liens, des rapports entre le droit et la littérature, vous essayez de communiquer votre passion à ceux qui vous écoutent. En effet. Donc mon métier, plus précisément, c'est d'enseigner la philosophie du droit. C'est quelque chose de pas très comique, ça. Eh bien, je pense qu'il y a moyen d'intéresser les étudiants, mais précisément... C'est pas trop abstrait? Mais précisément, je pense qu'en partant, c'est mon pari dans ce type de cours, en partant de grands récits littéraires, de grands mythes qui ont forgé notre imaginaire, il y a moyen d'intéresser les étudiants à des problèmes fondamentaux, par exemple sur le fondement du droit de punir, ou sur la résistance à l'oppression, on parlera d'Antigone. La notion de châtiment de vengeance, qui peut parfois se cacher derrière le droit. Ah, absolument. J'imagine. Comment, par exemple, l'humanité ou une culture passe-t-elle de la vengeance privée à la justice du tiers, celle du juge impartial auquel on s'en remet pour trancher notre différend? C'est un saut de civilisation absolument prodigieux. Il est raconté par Échille dans les Euménides à propos d'un matricide. Oreste a tué sa mère, le fait n'est pas contesté, et Échille, en littérateur audacieux, accompagne une réflexion politique de la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc de la démocratie naissante, en suggérant qu'un autre scénario est possible. Il y a moyen d'arracher le matricide à la vengeance privée et de soumettre son cas à des juges qui vont voter après avoir délibéré rationnellement sur son cas. Le droit ne naît pas avec la philosophie antique grecque, le droit naît avant, puisque nous avons tous dans la mémoire l'épisode de Dieu qui va trouver Moïse dans le Sinaï et qui lui remet les tables de la loi. Est-ce que ce n'est pas là l'acte de naissance, ou bien est-ce que vous remontez plus haut à Hammurabi et à d'autres civilisations? On pourrait remonter plus haut, mais comme je ne fais pas de l'histoire du droit, j'ai effectivement... Mais là, il y a un mythe, je veux dire, de Dieu qui vient sur terre, dans le Sinaï, remettre à Moïse les tables de la loi. Ces tables de la loi qui sont nos 10 commandements, d'abord pour les Juifs, puis pour les chrétiens, est-ce qu'il n'y a pas là la naissance du droit pour notre société occidentale? C'est certainement un des actes fondateurs du droit moderne. On trouve chez les Grecs, avec le récit du Protagoras, un récit assez semblable. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de lire de façon plus attentive. Ça, c'est un avantage de la formation juridique et peut-être un point commun avec les philologues, c'est que nous apprenons à lire un texte. En relisant le passage de l'Exode qui concerne cette donation de la loi par Dieu à Moïse dans le désert du Sinaï, on s'aperçoit que les choses sont plus complexes et que plutôt qu'une sorte de donation unilatérale et effrayante de textes impératifs accompagnés de tonnerres et d'éclairs... Mais ils ont le mérite de ne pas être compliqués. Absolument, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas été écrits en une fois. Et donc, en relisant ce texte, on se rend compte qu'on a affaire à la négociation d'une alliance, donc on est dans la catégorie du contrat, peut-être l'ancêtre du contrat social, plus que dans celui d'une donation unilatérale. Ou en tout cas, il y a une dialectique. Il y a une dialectique simple. Les Juifs découvrent dans le désert du Sinaï que pour des hommes libres, une loi n'a de sens, sous peine d'être tyrannique,
que si elle s'inscrit dans les catégories d'une alliance, d'un contrat librement consenti. Et il faut 40 ans d'errance dans le désert pour se libérer de l'esprit de servitude qui prévalait sous le joug du pharaon. Et donc c'est un récit qui est au moins autant un récit de libération intérieure, de responsabilisation que de donation unilatérale de la loi. Et j'invite à porter attention au personnage de Moïse, qui apparaît comme une sorte de négociateur syndical qui va monter plusieurs fois. Ça, c'est une expression que je trouve comique. Moïse, négociateur syndical. Celle-là, je ne l'avais pas encore entendue. Je la trouve excellente. Absolument. Il fait le relais entre la base et le sommet. Tout à fait. Il monte la montagne à plusieurs reprises et il négocie ce texte de façon à ce qu'il soit vraiment reçu. C'est un bon syndicaliste, Moïse. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc nous sommes là dans les catégories d'une dialectique où, pour ne pas être tyrannique, la loi doit être, comme le réapprendra Rousseau plus tard, doit être acceptée par un peuple qui devient alors, au sens propre du terme, autonome, c'est-à-dire qui se donne à lui-même sa propre loi. Bien sûr. Alors, bon, là, nous sommes dans le mythe, dans la légende ou dans la croyance, mais dans l'histoire de la littérature, il y a des prises de position juridiques, pourrait-on dire, ou dans l'histoire du droit, il y a des interventions littéraires. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Orestie, Échille, Euripide, Sophocle. Dans la suite des temps, quels sont, au fond, les éléments de droit que les écrivains interrogent? Alors, il y a des grandes constantes. Par exemple, les abus du pouvoir ou les travers de la justice. Ça, c'est une veine très connue depuis... Parce que la justice a des travers. Ben, Moi, je me pensais que c'était une affaire récente, mais vous nous apprenez que c'est une affaire un peu ancienne. Il faut relire la farce de Maître Patelin, ou la cruche cassée de Von Kleist, ou les pages tonnantes de Victor Hugo ou de Charles Dickens à l'égard de la peine de mort, ou La Fontaine, le délicieux La Fontaine, dans des fables comme Le chat, la belette et le petit lapin. Je dirais, la littérature là, joue un double rôle. Elle a un rôle de critique qui est bienvenu à l'égard de nos conventions, à l'égard de nos certitudes, rappelant en quelque sorte que le roi est nu et que sa chanson ne sonne pas toujours juste. Mais en même temps, et j'y tiens beaucoup, la littérature est très souvent aussi instituante au sens où elle nous rappelle à des valeurs plus fondamentale. Un Camus, par exemple, qui critique la justice de son temps, notamment la justice française coloniale en Algérie. Donc il y a ce volet critique, mais en même temps il le fait parce qu'il a une très haute idée d'une conception morale de la justice et au fond il en appelle au lectorat que nous sommes pour un réexamen des dossiers, une réouverture des affaires au nom d'une conception finalement plus exigeante des valeurs. Oui, je vous en prie, Florence Hecter. Vous aviez mis en évidence dans votre livre « Raconter la loi » l'opposition entre les personnes que sont les juristes qui jouent un rôle, qui représentent certains éléments de l'autorité publique, et d'autre côté, dans la littérature, des personnages qui sont tout à fait imaginaires et dont on se dirait... En effet, c'est tout à fait le flou artistique, pas du tout. Ces personnages, qui sont donc des singularités, se transforment, quand on étudie ce mouvement droit et littérature, se transforment en modèle universel. Et on en arrive à la formule que vous utilisez souvent. La littérature, c'est le laboratoire expérimental de l'humain. C'est de là que vient cette fonction instituante de la littérature, avec tous les exemples que Françoise vient de donner. Je crois que c'est important. On part de personnages qui sont tout à fait imaginaires et en fait on arrive sur le réel et sur l'universel. Donc il y a un paradoxe là, mais qui est très puissant. Est-ce que les personnages imaginaires font le chemin inverse, retournent vers le droit? Est-ce que par exemple dans des arrêts de cour d'appel, dans des jugements, les magistrats peuvent évoquer des personnages littéraires? Est-ce que ça arrive? Ou bien est-ce qu'ils s'en tiennent stricto sensu aux articles de la loi, du code? Je dirais qu'aujourd'hui, surtout en droit belge et français, en droit continental, le style des jugements et le style des motivations
est très légaliste et formaliste. Essentiellement juridique. Les choses sont un peu différentes lorsqu'on passe la Manche et qu'on se frotte aux décisions Au common law. common law, où le juge s'exprime volontiers en première personne et raconte volontiers des histoires. Ce n'est pas étonnant du reste que ce courant droit et littérature qui nous rassemble aujourd'hui se soit tellement développé dans les universités américaines, où il représente un courant très important et où l'on étudie volontiers les décisions de justice comme des pièces de littérature, une sorte d'argumentation, de rhétorique écrite en première personne. Mais je dois dire que nous en sommes assez loin dans le style de nos cours de cassation au Conseil d'État chez nous. Alors, la littérature ne manque pas de personnages liés à la loi, magistrats, avocats, notaires, etc. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres littéraires qui se penchent sur la fonction de la loi, dans la réflexion sur la loi, sur le fonctionnement juridique des États? Le propre de la littérature, c'est de fonctionner, comme le disait Florence Richter, à partir des destins individuels. On n'attend pas de la littérature un traité de sciences politiques. Encore que Montesquieu s'y livre un petit peu parfois. Oui, on peut avoir dans les lettres persanes, par exemple, une critique qui, sous les traits de la fiction orientale. De la fiction orientale, permet de dire ces vérités à un régime que l'on veut transformer. Mais certains ouvrages, et peut-être des ouvrages très inattendus, comme Robinson Crusoe, par exemple, qui nous transportent dans une île déserte pour une aventure tropicale, sont, pour moi, à leur époque, 1719, en ce qui concerne le Robinson Crusoe, un ouvrage fondateur d'un nouveau, je dirais, régime juridique. Nous sommes là aux prémices de la grande entreprise capitaliste, à la veille de la grande révolution industrielle et de l'expansion coloniale universelle de la patrie de Robinson, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Et on trouve dans ce récit une véritable fondation de ce qui seront les bases du régime juridique moderne, c'est-à-dire la propriété privée et le contrat. Il faut relire ce texte qu'on réserverait à tort aux seuls enfants et adolescents, il faut le lire complètement, et on comprendrait alors que l'histoire de Robinson, c'est l'histoire d'une appropriation du monde solipsiste, où peut-on être plus seul que sur une île déserte, par un sujet souverain qui s'approprie cette île, qui la transforme, et puis qui est le seul juriste et le seul justiciable aussi. Ah, absolument. C'est un peu une apologie du droit de propriété. C'est une apologie du droit de propriété, comme Michel Tournier au XXe siècle le montrera bien dans son admirable réécriture ou désécriture du Robinson Crusoe. Il va pousser la caricature jusqu'à faire écrire à Robinson un code, précisément, où il va décider... Il s'applique à lui-même, et puis à vendredi, en disant que le dimanche est un jour chômé, et puis il va mettre ses gages dans une sorte de banque placée à 3%. Enfin, on voit bien la caricature d'un certain esprit d'aménagement juridique. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que toutes les personnes qui vont prendre pied, après vendredi, sur l'île de Robinson, vont passer un contrat, souscrire aux clauses que Robinson aura lui-même édicté. Et nous sommes là dans ce qui deviendra au fond l'archétype du modèle juridique moderne, individualiste, basé sur la propriété et le contrat. C'est un livre fondateur. Ce qui n'est pas étonnant sans doute, c'est qu'il soit contemporain de Montesquieu, ce roman-là. Montesquieu, lui, est un juriste de formation, il est magistrat, mais il traduit dans sa partie, dans ses œuvres littéraires, pas dans l'Esprit des lois, qui est un ouvrage juridique, mais notamment dans les Lettres persanes, 1721, 2 ans après Robinson, il traduit cette préoccupation. Et dans votre livre, Raconter la loi, mais surtout dans le livre que vous avez écrit, Sade et la loi, et même en partie dans Sade et Portalis, au pied de l'échafaud, la nuit la plus longue, vous interrogez sur le rapport de Sade avec la loi. Alors là, nous ne sommes plus du tout dans l'état d'esprit de Robinson Crusoe ou de Montesquieu. Avec Sade, nous avons un négateur de la loi. Et Florence Richter elle-même a évoqué ce personnage dans son ouvrage. Alors, comment est-ce possible qu'un littérateur nie la loi? Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement du système. Alors, c'est ce qui m'avait passionné en découvrant Sade, c'est qu'on y parlait tout le temps de loi. Et on en parlait en 2 sens. Il y a une sorte de jeu de bascule chez Sade. D'une part, il y a le versant bien connu qui est la critique radicale, l'antijuridisme total.
parce que Sade considère qu'une loi générale et abstraite n'a pas de sens, il n'est de loi qu'individuelle. Et puis, on pourrait penser qu'au terme de ce premier volet, on débouche sur une sorte de tranquille anomie, après tout, pourquoi pas? Pas du tout. Et c'est là que la figure du pervers se dévoile. Le pervers n'a de cesse que de remplacer la loi commune par une loi frappée à sa propre effigie, une loi toute personnelle, individuelle, ce qui est le contraire même d'une loi d'ailleurs, bien sûr, un régime d'exception. Aléatoire, imprévisible. Oui. Aléatoire, imprévisible et cruel. Et cruel, qui se traduit évidemment par énormément de souffrances infligées autour de lui, mais qui se traduit aussi par beaucoup de masochisme, je veux dire, de souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Sade est un provocateur rebelle qui va au-devant de la sanction et fera 28 ans de prison. Mais Florence Richter en parle très bien dans ses fabuleux voyous. Oui. Je ne vais peut-être pas développer sur Sade, parce que tout le livre de François Host analyse d'ailleurs toutes les manières dont on a vu Sade. Mais par contre, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être un lien avec un autre écrivain dont je parle dans l'essai et qui a été peut-être Je vous vois venir. Un écrivain plus contemporain. Un écrivain plus contemporain, mais qui est très proche au point de vue esprit de Sade, c'est Jean Genet, donc qui naît en 1910. On a considéré Sade comme un moraliste. Le moraliste n'est pas l'homme qui nous fait la morale, ça c'est le moralisateur. Le moraliste est l'homme qui construit, qui bâtit une éthique. Et la particularité de Sade comme de Genet, c'est d'avoir développé une morale à l'envers, une morale à rebours. Un adinaton, comme on dit en littérature, un monde à l'envers. C'est très intéressant. Oui, ça. parce que Genet, comme Sade, accuse la société, il réhabilite les criminels. Ils établissent tous les deux des valeurs à l'envers, des valeurs contraires à celles reconnues par la société et par les lois. Les lois sont quand même ce qui est censé être la pensée majoritaire, la pensée et les valeurs de tous. Ils idéalisent le crime, ils en font même une mise en scène. Il y a chez eux une beauté du mal, une mystique du mal qui est développée. Le crime est considéré comme une vocation. Je crois que chez Sade, comme chez Genet, mais peut-être là, on aura moins le temps de le développer, on peut faire un lien d'ailleurs avec leur enfance et leur adolescence. Je fais un petit peu un lien là avec la biographie, parce que tous deux ont eu une enfance et une adolescence tout à fait aberrantes, avec des modèles éducatifs aberrants. Sade a eu des modèles de cruauté, des modèles de déchéance, de déchéance morale, physique. Et Genet est un enfant qui a été abandonné à l'assistance publique quand il était bébé. Il a été élevé dans une famille d'accueil, mais à l'époque encore, on portait un habit. Enfin, les enfants portaient un habit, donc il était uniforme, donc il était stigmatisé. Oui, il était stigmatisé. Il a aussi était très vite un délinquant, un voleur. À 10 ans, il vole déjà et on le qualifie de voleur. Il a surtout une adolescence atroce parce que les différents faits de sa vie vont le mener à ce qu'on appelle la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, qui à l'époque existait depuis une centaine d'années, mais qui était devenue un véritable bagne pour enfants. Genet y reste 2 ans et demi. Simplement un détail, les enfants étaient mal nourris, mal logés, mais dans le temps où il reste à Mettray, donc en France, en Touraine, il y a presque une trentaine d'enfants qui décèdent dans ces 2 ans et demi de présence de Genet à Mettray. Alors si Sade a été poursuivi pour des faits de meurtre, Genet, lui, est ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit délinquant. Il n'a jamais été que vagabond, voleur. Tous les deux sont des écrivains qui ont beaucoup écrit en prison. Sade est resté 28 ans en prison. Genet est resté 4 ans avec chaque fois des courtes peines de prison. Alors que, je le dis, c'était un petit délinquant, vol de livres, de vêtements, vagabondage. Ce qui est peut-être important de mettre en évidence aussi, c'est... Je le dirais à travers un exemple. Pour parler de beauté du mal, je ne vais pas citer d'exemple chez Genet, on ne va pas citer d'extrait, mais chez Sade, pardon, mais chez Genet, je voudrais citer quelques termes qu'il utilise pour montrer que littéralement son langage inverse toutes les valeurs. Il utilise des adjectifs jugés nobles pour définir des sentiments réputés vils. Par exemple, pour lui, l'enfant criminel est un gracieux voyou. L'assassin est glorieux. L'action infâme est belle. La déchéance morale est signe de sainteté. Donc vraiment, il inverse le langage. Voilà, tout à fait. Le renversement assez caractéristique. Alors, ce qui est un petit peu
particulier et très intéressant pour une criminologue, c'est de faire le lien avec l'époque d'aujourd'hui, où parfois dans une certaine littérature, c'est de cette manière-là que je terminais l'essai, il y a une espèce de complaisance dans peut-être les romans d'aujourd'hui. Ce qui à l'époque de Sade ou de Genet était vu comme de la subversion, aujourd'hui il y a parfois une complaisance dans la littérature à tout ce qui est déchéance. Donc moi ça m'a intéressé de faire ce lien entre une vie, une écriture et une morale. Voilà. Ma toute dernière question, parce que le temps de notre émission est presque écoulé, est-ce qu'au fond, ce thème de recherche, droit et littérature, intéresse nos étudiants d'aujourd'hui, nos jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas, au fond, un travail en chambre de quelques savants respectueux et très respectables comme vous, François? Ou bien est-ce que vraiment les jeunes s'intéressent à cette question, nos étudiants dans les facultés de droit ou dans les facultés de lettres? Mais écoutez, là je peux vous parler de l'expérience de quelques années de ce cours de droit et littérature que j'ai créé aux facultés universitaires Saint-Louis et qui est du reste ouvert, et je m'en réjouis beaucoup, aux étudiants de romane de l'ULB. Donc j'ai un double public, j'ai des romanistes et j'ai des juristes de Saint-Louis et de l'ULB. Je me réjouis de voir que, comme cours option, il est pris par de nombreux étudiants qui, au fond, sont tout contents de voir que la littérature n'est pas réservée au seul loisir de vacances, mais qu'au fond, on peut travailler en s'amusant. On peut travailler en s'amusant et on peut poser des questions philosophiques et morales fondamentales que nous retrouvons dans vos ouvrages. Je rappelle, François Host, que vous avez écrit « Raconter la loi aux sources de l'imaginaire juridique » paru à Paris aux éditions Odile Jacob, Sade et la loi, paru également à Paris aux éditions Odile Jacob, votre pièce de théâtre La nuit la plus longue, Sade et Portalis au pied de l'échafaud, publié à Louvain-la-Neuve aux éditions Antémis, et votre livre, Florence Richter, Ces fabuleux voyous, crimes et procès de Villon, Sade, Verlaine et Genet. Merci à tous les deux pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.